Alors on en arrive à la quatrième question bête. Puisque sa tentative de bâtir une Europe indépendante des Américains avec les Allemands placés sous influence française a été sabotée par les 5 autres membres de l'Europe des 6. Parce que, puisque De Gaulle s'est rendu compte que, comme il l'a dit, les Allemands étaient son grand espoir et qu'ils étaient son grand désappointement, puisque De Gaulle s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir, que son stratagème ne fonctionnait pas, il a réussi à bloquer l'entrée du Royaume-Uni, mais il n'a pas empêché que l'Allemagne joue toujours le jeu des Américains. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, sachant qu'il ne pouvait pas sortir de l'Europe puisqu'il y avait le MRP? Ce qu'il a décidé de faire, c'est cette période extraordinaire des années 63, 64, 65, 66, 67, l'apogée du gaullisme et le triomphe mondial de la France, hélas, provisoire. Alors voici un échange capital pour bien comprendre la situation qui s'est nouée à ce moment-là et dont nous sommes les héritiers. Perfit dit à De Gaulle, en tête-à-tête, c'est toujours rapporté par Perfit, est-ce que nous pourrons changer de fusil d'épaule, puisqu'il voit que les Allemands viennent de leur faire un coup de jarnac avec l'affaire du préambule interprétatif. Et De Gaulle répond « Mais bien sûr, croyez-vous que nous ayons besoin du marché commun pour respirer ? En face de la manœuvre des Anglais, des Américains et des Allemands, notre manœuvre à nous, ce sera de dire la fin du marché commun, ça ne nous contrarie pas. Je n'avais pas été favorable à l'intégration européenne. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Dans les années 50, il avait fait échouer en 1954 la CED dans une alliance de circonstances avec les partis communistes français. Mais dès lors qu'on avait signé le traité de Rome, le 25 mars 1957, j'ai pensé, quand je suis arrivé aux affaires en mai 58, qu'il fallait qu'on l'applique. Ben oui. D'ailleurs, dans les institutions de la République, l'article 5 de notre Constitution fixe comme pouvoir au président de la République française, le président de la République française est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc il considérait qu'il devait respecter le traité qu'il découvrait. Mais il poursuit en disant s'il n'est pas appliqué, la France s'en tirera très bien autrement. Alors, Perfit est quand même un peu surpris par cette certitude du chef de la France libre, du fondateur de la Ve République, et il revient à la charge et lui dit mais quand même, il y a une conviction répandue dans les esprits, surtout dans la jeunesse, c'est que sans l'Europe, la France ne sera plus rien. 1963, Perfit dit ça à De Gaulle. Et De Gaulle lui répond « Il est possible que la fin du marché commun, ce soit justement la fin de ce mythe. Ce serait heureux. Il a été forgé par les fumistes qui ont voulu faire croire à l'Europe supranationale. Nous avons voulu faire une politique d'entente avec les Allemands. C'est le traité de l'Élysée dont je viens de vous parler. Si les Allemands nous glissent entre les doigts, c'est le préambule interprétatif que je viens de décrypter avec vous, eh bien nous avons les moyens de nous retourner. Le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer. Quelle belle phrase. Le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer. Et qu'est-ce que pensait à ce moment-là De Gaulle ? De Gaulle, qui connaissait bien son histoire de France, s'est glissé dans les habits des grands Capétiens qui ont fait notre pays. Et tout particulièrement, il s'est rappelé l'épisode de François Ier, lorsque la France avait failli déjà disparaître. Nous sommes en 1519. En 1519, il y a Charles Quint. Il est né en 1500. Il a 19 ans. Il est l'héritier de la famille des Habsbourg. Donc toutes ses possessions, il possède les Pays-Bas. Il possède, on ne le voit pas ici bien, mais une partie de l'Autriche. En Autriche, il possède une partie de la Bourgogne. Il possède également le royaume des deux Siciles. Il possède la péninsule ibérique, enfin de l'Espagne, et sans compter les nouvelles découvertes au Mexique et ensuite, ultérieurement, au Pérou par Pizarro et au Mexique conquise par Cortés. Et voilà qu'en 1519,
eh bien, Charles Quint se fait en plus de ça élire empereur du Saint-Empire romain germanique, donc il a l'autorité en termes de suzerain sur tous les territoires en marron. Donc vous voyez que la France est pratiquement complètement encerclée en 1519. Et en plus de ça, alors que François Ier a essayé de faire alliance avec le roi d'Angleterre Henri VIII, avec l'entrevue du camp du Drap d'Or, eh bien, Henri VIII finit par choisir le camp de Charles Quint. Donc la France est complètement encerclée. La France risque de disparaître, d'être étouffée par la stratégie de l'encerclement de Charles Quint et de son empire. Alors que va faire à ce moment-là François Ier ? Eh bien, il va nouer des alliances d'abord avec les princes protestants allemands, puisque fort heureusement, il vient d'avoir un schisme qui vient d'éclater. Luther, en Allemagne, publie les 85 thèses, vous savez, sur son église à Wittenberg, et donc il lance la réforme luthérienne. Et des princes, notamment dans l'équivalent actuel de la République tchèque, des princes vont embrasser la nouvelle hérésie. Et donc va placer Charles Quint dans une difficulté nouvelle par rapport à ses propres territoires. Et François Ier, qui pourtant est le champion de la catholicité, François Ier, qui est le très chrétien, eh bien, fait alliance avec les princes protestants allemands. Et comme ça ne suffit pas, eh bien, il va chercher une autre alliance. Et quand on est menacé d'être étouffé et de disparaître par une manœuvre d'encerclement, eh bien, vous faites alliance avec le diable s'il le faut. Et c'est quoi le diable en 1525-1526 ? Le diable, c'est l'empereur ottoman. C'est le grand turc, c'est le chef de l'islam. C'est celui qui menace l'Europe entière de submersion par la foi de Mahomet. Eh bien, François Ier décide de faire alliance avec Soliman le Magnifique pour desserrer justement, et il y parvient, cet encerclement de l'empire de Charles Quint, qui va d'ailleurs, après ça, Charles Quint se retirera dans un monastère, comme vous le savez, puis le protestantisme va se développer. Soliman va donner à la France les échelles du Levant, la protection des chrétiens du Levant, et donc c'est ces alliances de revers qui vont sauver l'indépendance de la France. Au grand scandale de la chrétienté, le très chrétien, c'était la titulature officielle du roi de France, Christianissimus, le très chrétien fait alliance avec les princes protestants allemands et avec le grand turc. Eh bien, c'est à ça que pense Charles de Gaulle en 1963, lorsqu'il voit que les Allemands lui filent entre les doigts et eux vont faire alliance avec les États-Unis. Parce que de Gaulle, en 1963, il se trouve, je reprends la même carte que pour Charles Quint, il se retrouve dans cette situation. Il se retrouve complètement encerclé par des forces qui sont anglo-américaines et sous influence américaine. Et donc, eh bien, il va faire comme François Ier, il va faire alliance avec le diable s'il le faut. Et le diable en 1963, 64, 65, c'est qui ? Le diable, c'est d'abord les pays latino-américains, qui sont un anti-yankee. Le diable suprême, à l'époque, c'est Mao Tse-tung, c'est la Chine populaire. Et puis l'autre grand diable de l'époque, c'est l'Union soviétique. Et donc, De Gaulle va faire alliance ou va nouer des liens avec tous ces pays à la grande fureur non pas de la chrétienté, mais de ce que j'appellerais l'américanité. De Gaulle va reconnaître diplomatiquement la Chine de Mao Tse-tung, va inventer la politique de détente avec l'URSS, au grand scandale des États-Unis d'Amérique. Et donc nous allons avoir cette scansion incroyable d'événements qui vont se succéder au long des années 64, 65, 66, 67. En janvier 64, De Gaulle stupéfie la planète en reconnaissant la Chine communiste de Mao. C'était pas qu'il était devenu communiste ni maoïste, pas plus que François Ier n'était devenu musulman. C'est simplement parce qu'il avait compris qu'il lui fallait des alliances de revers. Et on voit ici la une du Canard enchaîné, enfin la page 8 du Canard enchaîné, en disant c'est bien lui, le Deus ex machina, montrant que l'admiration secrète que les gens en France avaient par rapport à ce coup de poker extraordinaire qu'avait fait De Gaulle en reconnaissant ce pays qui, comme vous le savez, il était interdit par les Américains de reconnaître la Chine de Mao.
Depuis 1949, tous les pays occidentaux avaient l'interdiction par Washington de reconnaître la Chine de Mao Tse-tung. Comme aujourd'hui, les pays occidentaux n'ont pas le droit de faire des alliances plus poussées avec Cuba, ou avec le Venezuela, ou avec l'Iran. Donc lorsque De Gaulle reconnaît la Chine diplomatiquement la Chine de Mao en 1964, c'est exactement comme si le président de la République française décidait demain de se rendre à Téhéran pour signer un accord stratégique avec Téhéran et avec Ahmadinejad. C'est exactement la même chose. En 1964, De Gaulle va faire 2 voyages au Mexique en avril et à l'automne dans tout le cône sud-américain. Et des dizaines de millions de latino-américains vont acclamer la voix d'une France souveraine et indépendante de tout bloc. Mexico accueille De Gaulle. C'est le Paris Match du 28 mars 1964, la couverture, qui fait sa une sur l'accueil inouï réservé à De Gaulle par les Mexicains. Des millions de gens viennent acclamer De Gaulle parce que, justement, il est le porte-parole d'un Occident qui tient tête aux États-Unis, qui est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face à l'impérialisme américain. C'est ça que fait De Gaulle. À l'époque, De Gaulle, c'est comme aujourd'hui Hugo Chavez, mais à la puissance 100. Parce que c'est Charles de Gaulle. Parce que c'est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est à Mexico. Mais ensuite, en septembre, ça, c'est la une de France Soir, on la voit pas très bien. Happé, stoppé, acclamé. C'est De Gaulle à Caracas. Vous voyez d'ailleurs une rue absolument noire de monde, avec un cortège arrêté et puis des gens qui jettent par milliers, par millions des pages de bottins en signe d'accueil pour De Gaulle. C'est la une de France Soir du 23 septembre 1964. Allez sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel pour voir ces scènes d'hystérie collective lorsque le président de la République française est allé en Amérique du Sud. Marée humaine en Équateur. Marée humaine à Quito pour le général De Gaulle. Des millions de Brésiliens dans les rues et aux fenêtres pour accueillir De Gaulle, qui vient justement porter cette parole d'un pays qui est indépendant de la domination américaine. C'est ça que De Gaulle a inventé pour échapper à la mainmise américaine et à la construction européenne dont il ne pouvait pas sortir. Et puis, en 1965, De Gaulle met les pieds dans le plat, il met en garde les États-Unis contre ce que son économiste Jacques Rueff appelait le déficit sans pleurs. Il réclame le respect de l'étalon or et des accords de Bretton Woods et il fait rembourser en or les avoirs français en dollars. Il a compris que les Américains qui commencent à creuser des déficits, s'ils ne respectent plus l'étalon de change or, vont pouvoir créer une monnaie de singe avec laquelle ils pourront acheter toute la planète. Il envoie des navires de la marine française bourrés de dollars accumulés par la France dans le cadre de ses excédents de balance des paiements avec les États-Unis et il les envoie en face de New York en disant « Donnez-nous l'or qui va en contrepartie ». Pas besoin de vous dire, évidemment, que les Américains vont décider la chute de De Gaulle. Mais ça continue. En 1966, De Gaulle invente la politique de détente qui témoigne du refus de la politique des blocs. Regardez la signature de l'accord intergouvernemental. Jusqu'alors, on n'avait pas le droit non plus d'aller en Union soviétique, parce que jusqu'alors, c'était les États-Unis qui décidaient, et la France de la 4e République était devenue le larbin des Américains, comme actuellement, nous sommes le larbin des Américains. De Gaulle lui décide d'aller en URSS. Sur 25 ou 30 kilomètres, ce sont des milliers de soviétiques qui se massent le long du parcours. Regardez ces couvertures de matchs qui relatent 2 semaines de suite le voyage, et en particulier celle-ci qui est extraordinaire, où l'on voit ici De Gaulle entouré par Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Alexei Kosygin, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, et Nikolaï Podgornik, président du Soviet suprême. C'est-à-dire les 3 dirigeants suprêmes à l'époque. En 1966, on les appelait la Troïka, avant que Brejnev ne finisse par dominer les autres. Ils avaient succédé à Khrouchtchev, vous le savez. Donc les 3 dirigeants suprêmes de l'URSS arrêtent toutes leurs activités pour s'entretenir avec De Gaulle autour de lui comme le vieux sage à qui l'on demande conseil. Voilà ce qu'était la France à cette époque. En 1965-66, avec la politique de la chaise vide, De Gaulle impose le droit de veto des États et donne un coup d'arrêt à la mécanique supranationale. Il décide tout simplement que les Français n'iront plus à Bruxelles et qu'ils ne verseront plus leurs cotisations
à l'Union européenne. Et puis, dans la foulée, il décide de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et il ferme les bases américaines en France. Coup d'éclat sur coup d'éclat sur coup d'éclat. D'ailleurs, il dit à cette occasion à Perfit, on reste dans l'OTAN parce qu'il y avait le pacte de Varsovie qui menaçait objectivement militairement la France. Mais De Gaulle dit lorsque le mur de Berlin se sera effondré, lorsque le communisme aura disparu, l'OTAN n'aura plus de sens, l'OTAN devra disparaître. En quoi il s'était trompé, puisque le communisme et le pacte de Varsovie se sont dissous en 1991 et dans les années ultérieures, et que l'OTAN, loin de se dissoudre, eh bien, s'est développé, puisque désormais tous les pays d'Europe de l'Est sont entrés dans l'OTAN, et l'OTAN nous emmène maintenant vers des guerres néocoloniales, en particulier en Afghanistan. J'y reviendrai plus tard. En septembre 1966, De Gaulle va à Phnom Penh au Cambodge, pays de 4 à 5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants à l'époque, et ce sont des centaines de milliers de Cambodgiens, c'est une fraction importante de la population même du pays, qui vient écouter De Gaulle au stade de Phnom Penh. On voit ici d'ailleurs le prince Sihanouk, la tête du prince Sihanouk, qui dira à De Gaulle « Vous êtes le Saint-Georges des temps modernes ». Parce que vient dire De Gaulle? Il vient mettre en garde à Phnom Penh en 1966 les États-Unis d'Amérique qui sont présents, le pays d'à côté au Vietnam, et il le met solennellement en garde en disant « Vous êtes en train de vous enliser et vous devez quitter le Vietnam ». Et puis, en 1967, c'est tout un peuple en délire au Québec. De Gaulle va à Montréal, enfin il remonte le Saint-Laurent, il va à Québec, puis de là à Montréal, et depuis le balcon de la mairie de Montréal, il lance Vive le Québec libre, qui sera brocardé, y compris en France, par tous nos médias qui sont déjà phagocytés par les intérêts américains, mais qui, en revanche, suscitent un véritable triomphe au Québec soi-même. Il va d'un seul coup lancer et même montrer à la face du monde le problème québécois et le problème de l'indépendance du Québec, parce qu'en fait, il s'est retrouvé dans la problématique du Québec. Et puis, enfin, c'est le triomphe en Pologne communiste en 1967, où là aussi, il lancera cette formule d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement une Europe qui se permettrait de dégager de l'emprise américaine.